Comment une femme abbesse du XIIe siècle va révolutionner notre rapport à la nature et à la santé. Hildegarde de Bingen, grâce à ses visions et à l'observation du vivant, va ainsi nous livrer de nombreux secrets inestimables sur ce qu'on appellera bien plus tard la naturopathie. En s'aidant des plantes, des aliments, des pierres et même de la musique, elle parcourra l'Europe pour livrer au plus grand nombre le fruit de ses découvertes, prenant soin des plus pauvres comme des plus puissants. Quels sont ces préceptes ? Comment les appliquer dans notre vie de tous les jours ? Comment créer des baumes et des élixirs ? Que reste-t-il de cet héritage redécouvert il y a 50 ans ? Pour répondre à toutes ces questions et bien plus encore, nous avons réuni 3 expertes du savoir hildegardien. Je m'appelle Mathilde Le Tourneur, je suis naturopathe et enseignante à l'Institut Hildegardien. J'enseigne principalement les matières de phytologie et de réflexologie plantaire. Je suis Alexia Chambourg et je suis chef et je m'inspire beaucoup dans ma cuisine des savoirs d'Hildegarde de Bingen. Je m'appelle Mélodie Molins, je suis donc la directrice de l'Institut Hildegardien, donc le premier centre francophone dédié à l'approche d'Hildegarde de Bingen. Et je suis également la créatrice des cours Hildegarde en langue française. Elle est née en 1098, donc voilà, fin du XIe, et elle a vécu donc la grande partie de sa vie au XIIe siècle. Hildegarde de Bingen est née donc près de Mayence, en Allemagne. Elle a passé ses jeunes années de manière assez difficile parce que c'était quelqu'un de très malade et elle était aussi la 10e de sa famille, donc elle a été un petit peu chouchoutée, entre guillemets. Elle a été confiée vers l'âge de 8 ans à un ermitage auprès de Jutta von Sponheim. Donc, dans cet ermitage, elle a commencé à apprendre tous les rudiments, on va dire, donc c'est-à-dire la musique. Elle a appris aussi à maîtriser le latin. Elle a appris, bien sûr, tout ce qui est domaine religieux. Donc, elle a étudié la Bible, etc. Et puis, elle a aussi commencé à devenir aussi de plus en plus impliquée, je dirais, autour de tout ce qui était bien-être, bien entendu. Hildegarde de Bingen, on sait à peu près vers 1136, est devenue abbesse à la mort de Jutta von Sponheim. Et vers ensuite 1141, c'est là qu'elle a commencé à écrire son premier ouvrage qui est le Scivias. Et évidemment, en tant qu'abbesse, elle était donc dans un premier monastère qui était accolé au monastère existant, qui s'appelle donc le Ruppersberg. Et très vite, en fait, eh bien, elle a eu l'intuition qu'il fallait qu'elle déménage. Et elle va donc déménager à Bingen. C'est pourquoi elle s'appelle Hildegarde de Bingen ou von Bingen en allemand. Donc lorsqu'elle est arrivée à Bingen, elle a créé donc un nouveau monastère. Évidemment, quand elle a décidé de partir du Ruppersberg, les moines n'ont pas voulu qu'elle parte parce qu'elle commençait à être déjà connue. Elle apportait aussi beaucoup de visiteurs et des visiteurs prestigieux. Donc ça posait un petit problème. Mais bon, elle a quand même fini par réussir à faire son premier monastère donc à Bingen. Et celui-ci est devenu d'ailleurs assez rapidement étroit. Donc elle en a créé un deuxième de l'autre côté du Rhin, à Eibingen. Après, on sait qu'elle a commencé à voyager vers l'âge de 70 ans. Où là, elle a fait vraiment des conférences, on va dire ça comme ça dans le terme d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle a vraiment témoigné de ce qu'elle a écrit dans ses livres et partagé au peuple. Là, elle a visité plusieurs villes. Ce que l'on sait grâce aussi aux historiens, c'est que Hildegarde de Bingen a quand même, pendant sa vie, eh bien, testé des mélanges de plantes, des baumes, etc., parce qu'il faut se remettre aussi dans le contexte du Moyen-Âge. À l'époque, les monastères, c'était aussi des lieux d'accueil des personnes qui étaient donc en santé fragile, on va dire. C'était des lieux aussi où on retrouvait des jardins botaniques. On ne sait pas bien aujourd'hui pourquoi elle s'est intéressée à la santé et aux plantes, mais par contre, on peut en faire une déduction. Elle-même ayant une santé très fragile, je suppose qu'elle a essayé aussi de chercher des solutions pour être déjà
elle-même bien. Alors, santé fragile, mais quand même longévité, puisqu'elle est morte à l'âge de 81 ans, ce qui est pour le Moyen-Âge un âge remarquable. C'est une femme qui a apporté énormément, tant sur le plan culinaire que des conseils de santé à base de plantes. C'est donc pourquoi elle est considérée comme la première naturopathe européenne. Depuis sa plus tendre enfance, Hildegarde de Bingen est sujette à des visions. Travaillant ainsi de manière inspirée, elle semble comprendre la nature comme aucun autre de ses contemporains. Dans une époque où l'Europe se déchire, cette mystique et prophétesse est l'auteure de plusieurs livres savants qui feront date. Les grands principes hildegardiens dans l'alimentation, on va retrouver déjà les 3 super aliments qu'elle préconise. Donc, toute l'alimentation est basée sur une céréale qui est l'épeautre non hybridée, sous plusieurs formes, de la farine, du couscous, du riz, des pâtes, de la semoule, etc. Des flocons aussi d'épeautre. On trouve même du café d'épeautre. Et donc, ça, c'est le premier ingrédient, c'est l'ingrédient principal qu'elle préconise à tous les repas. On va trouver aussi le fenouil et la châtaigne. J'ai commencé à lire les écrits d'Hildegarde et j'ai vu qu'il fallait manger de l'épeautre non hybridée. Donc progressivement, je me suis mis à l'épeautre non hybridée. Les bienfaits de l'épeautre, selon l'approche d'Hildegarde de Bingen, donc c'est très digeste. Cela rend joyeux, nous dit Hildegarde. Et c'est vrai que lorsque l'on prend cette épeautre, on ressent justement plus facilement la joie que lorsque l'on mange du blé. C'est aussi une céréale qui va être très reminéralisante, donc très riche en magnésium particulièrement, donc aussi calmante, apaisante. Et puis c'est une céréale qui va être adaptée à tout le monde. C'est une céréale aussi qui contient du gluten, mais comme c'est un gluten d'une variété ancienne d'épeautre, ça va être assez bien toléré pour les personnes qui sont sensibles au gluten. C'est une céréale qui apporte énormément de protéines végétales, beaucoup de nutriments, des oligo-éléments. C'est un aliment un peu exceptionnel, un peu miraculeux, parce qu'il contient tout ce qu'on peut avoir besoin, tout ce dont notre organisme peut avoir besoin pour s'alimenter. Dans l'approche d'Hildegarde de Bingen, il y a effectivement des adaptations que nous avons faites aujourd'hui pour suivre les conseils qu'elle nous donnait hier. Par exemple, on va pouvoir utiliser du lait d'amande. Hildegarde de Bingen n'a pas textuellement parlé du lait d'amande. Par contre, elle a dit que l'amande est un fruit très très recommandé. Donc on va pouvoir faire des adaptations avec différentes choses que l'on trouve aujourd'hui, mais qui n'étaient pas forcément existantes à l'époque d'Hildegarde. Déjà, oui, ce qui m'a intéressée, c'est pourquoi les aliments interdits l'été. Donc c'est assez intéressant et ça recoupe en fait plein de choses qu'on sait maintenant, alors qu'à l'époque c'était très empirique, qu'on a découvert comme ça avec de l'observation. Alors effectivement, dans l'approche d'Hildegarde, il y a 5 aliments qui sont à proscrire. Donc on a la pêche, la prune, la fraise, le poireau et le porc. Alors, Hildegarde de Bingen nous donne des explications, évidemment, dans ses écrits de pourquoi elle proscrit ces aliments. Effectivement, ces aliments favorisent aussi la bile noire et on sait que la bile noire, dans son approche, c'est la porte ouverte à toutes les problématiques de santé. Donc du coup, elle recommande d'éviter de manger ces 5 aliments. En éliminant ces aliments, on peut aussi déjà voir une amélioration, surtout chez les personnes qui ont des problématiques articulaires. L'amélioration peut être assez nette. Épeautre, fenouil, mais aussi pois chiches, chanvre, muscade. La cuisine d'Hildegarde est riche en saveurs. Pour illustrer de manière concrète cette alimentation simple à appliquer, nous avons demandé à notre chef Alexia Chambour de prendre place derrière les fourneaux. Alors dans cet atelier, je vous propose de cuisiner un cake sucré à la courgette, donc avec 2 jolies courgettes, un citron, une orange, de la farine d'épeautre non hybridée, des raisins secs, un sachet de levure chimique, du sucre roux, du beurre demi-sel, des œufs, un mélange d'épices qui s'appelle les épices de la joie, du miel. Donc je vais commencer par presser l'orange et le citron dans ma casserole.